bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler très rapidement du dispositif Hotspot. On en a dit deux mots juste avant. Et vraiment un dispositif qui, c'est de la surveillance, mais vraiment faite pour pouvoir améliorer l'action. Donc, au début, le contexte, c'est la mise en place des équipes de médiation de lutte anti-Covid. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, à l'échelle de la région, c'est grossièrement 35 médiateurs, à peu près, peut-être un petit peu moins même. Donc, sur Marseille, c'était 7 et Coressal. Et donc, il était vraiment nécessaire d'optimiser leur déploiement. C'était une commande de l'ARS. Et donc, on a lancé, suite à ça, donc, à la mise en place des équipes en décembre 2020, le projet Hotspot Covid en PACA. Donc, on a monté une équipe projet pluridisciplinaire avec à la fois, bien sûr, l'ARS, nous, Santé publique France, et le CESTIM, et avec l'aide aussi, bien sûr, des associations. Et on a développé, dans le cadre de cette équipe projet, des indicateurs infracommunaux, donc à l'IRIS, et on a développé un modèle statistique assez simple d'aide à la décision à partir des données du système d'information des dépistages. Donc les objectifs de ce dispositif, c'était de détecter les reprises épidémiques, même si on a été quasiment tout le temps en épidémie franche, mais bon, en tout cas c'était l'objectif initial, mais aussi donc de détecter les circulations virales les plus importantes, et tout ça pour pouvoir orienter les actions de santé publique, donc prioriser où il fallait intervenir en priorité, et donc voilà, optimiser un petit peu le déploiement des ressources. Et on s'est toujours attaché aussi à recueillir l'information sur les actions qui ont été menées par les équipes Medilac. Tout ça dans un souci d'amélioration de l'outil que l'on proposait. Donc c'est vraiment une articulation entre la recherche opérationnelle, la surveillance épidémiologique et les actions de terrain, les actions de lutte anti-Covid. Donc ça a été vraiment une démarche collective avec une répartition claire des rôles, que ce soit dans la détection, dans le pilotage des actions et dans les interventions. Et on a essayé vraiment de travailler, de partager, d'échanger très régulièrement, à la fois dans le cadre des réunions de l'équipe projet qui étaient quasiment hebdomadaires pendant plus d'une année, où on partageait la situation épidémiologique, où on apportait quelquefois des corrections techniques du modèle de ciblage. Et voilà, des fois, il y avait des questions qui se présentaient, comme par exemple tout ce qui était séquençage, où il était plus pertinent de séquencer quand il y avait peu de moyens. Donc voilà, tout ça, c'était des questions qui étaient abordées dans le cadre de cette équipe projet. Et donc, on a essayé aussi d'avoir des échanges très réguliers avec les décisionnaires de l'ARS, mais aussi les acteurs de terrain que sont les associations, avec l'accompagnement dans tous les résultats qu'on pouvait leur donner, en bien sûr récupérant tout ce qui était retour de terrain. Et on a même fait sur la fin des réunions d'échange d'expérience, surtout dans la période où la médiation était compliquée pour les médiateurs, où il y avait quelquefois une certaine souffrance d'exprimer des médiateurs, où les messages ne passaient plus et il fallait se réinventer. Et voilà, c'était aussi un lieu pour partager cela. Donc le modèle d'aide à la décision, c'est très simple. On prenait une période d'étude de 15 jours, les 2 dernières semaines de données disponibles. On calculait 3 critères principaux qui sont des facteurs épidémiques, 2 basés sur le taux d'incidence et le taux de positivité sur les 15 jours. Et puis on avait un troisième critère qui permettait de mesurer la dynamique épidémique en regardant du coup l'accélération du nombre de cas, de l'incidence entre les 2 semaines de la période d'étude. Donc tout ça permettait de calculer un score que j'avais présenté juste après, et à l'échelle de l'IRIS, tout ça. Et on prenait aussi en compte par moment des critères complémentaires, en particulier le repérage des territoires socialement désavantagés ou chroniquement sous-diagnostiqués, qui sont souvent les mêmes. Ça, c'était les travaux de l'équipe du CESTIM. Et quelquefois, donc là j'ai cité l'exemple du taux de pénétration de certains variants ou de certaines mutations, pour pouvoir prioriser les territoires pour séquençage, mais c'est un des exemples parmi d'autres. Et donc on a aussi essayé de prendre en compte la qualité des adresses qu'on a dans la base CIDEP, qui, c'est sûr que si on a une mauvaise qualité des adresses, on a une mauvaise géolocalisation, et du coup nos résultats à l'IRIS, ils sont moins bons. Donc on a regardé la part des adresses qui était un peu moribonde, et on a écarté les zones qui avaient été mises en avant à tort quand il y avait un problème de qualité de la donnée. En termes de résultats obtenus, on avait 4 niveaux de priorisation, des scores allant de 0 à 3, donc carte vigilance météo France, en rouge c'est la catastrophe, et en vert rien à signaler. La catastrophe, en tout cas, territoires les plus prioritaires. Donc le rouge, c'était les 3 critères que je vous ai présentés tout à l'heure, qui étaient vérifiés. Et quand il fallait prioriser plus, on allait regarder aussi, bien sûr, le côté des favorisations, entre autres, des territoires. Et donc, on mettait à disposition toutes les semaines des associations un fichier Excel avec toutes les données, à la fois épidémiologiques, les scores,
plus des variables contextuelles. Et on mettait surtout à disposition, ça s'est fait malheureusement un petit peu tardivement, toutes ces données sous forme de cartes interactives, donc une carte qu'on appelle priorité Covid, qui était sur ArcGIS online. Et voilà, juste, je ne peux pas faire de démo, mais vous avez un arrière-plan, un aperçu d'une partie des Bouches-du-Rhône. Et donc quand on zoomait sur cette carte, on avait un petit peu la topographie des quartiers, la possibilité d'avoir toutes les données bien sûr associées à chaque iris. Et donc ça c'était fait pour faciliter un petit peu le déploiement de certaines interventions par les équipes. Pour terminer, donc un dispositif innovant, on n'a pas d'autres exemples en France, en tout cas à cette échelle d'analyse pour répondre à ces objectifs. Il y a un très bon retour de tout le monde, mais donc de l'ARS et des équipes de terrain, et puis aussi on a été super content de travailler avec toutes ces personnes. Dans le cadre de ce projet, il y a une bonne articulation de la surveillance avec les interventions, donc les échanges permanents, ça j'assiste vraiment entre les différents acteurs. Et donc pas remise en question, mais en tout cas on a toujours travaillé dans une optique d'amélioration continue. Donc il y a une évaluation qui est en cours. Donc on l'a dit, le dispositif il a pris fin, enfin en tout cas le financement des médiateurs a pris fin en juin 2022. Et donc il y a un après, Alix en a déjà beaucoup parlé. En tout cas on ne souhaitait vraiment pas s'arrêter là et maintenir les partenariats et la dynamique de collaboration, profiter de la grande expérience des deux associations marseillaises. Et bien sûr le constat, on en a parlé toute la journée, enfin une bonne partie de la journée, c'est les problématiques de santé qu'on rencontre dans les quartiers défavorisés. Donc on a proposé un projet pilote sur la ville de Marseille avec 3 axes, bien sûr des interventions de terrain, de la médiation en santé, aller vers, amener vers, mais aussi du faire avec la population et la structure associative, et, enfin, tous les acteurs potentiels qu'il y a dans ces quartiers défavorisés. Donc, bien sûr, à la manœuvre, il y a les 2 associations CEPT et Coresan. Il y a tout l'aspect formation, on en a un petit peu parlé ce matin. Donc des formations universitaires, mais pas seulement, il y a eu des formations d'entretien motivationnel des médiateurs. Et puis donc la partie évaluation, qui est un très très gros morceau. On pourra en parler lors d'une prochaine journée si vous le souhaitez. Avec donc tous les axes d'évaluation que vous a présenté Alix. Voilà, et donc l'objectif, on l'a dit, c'était travailler principalement sur la diminution de l'hésitation vaccinale et augmenter l'intention de dépistage, mais l'offre de médiation proposée par les associations est beaucoup plus large que ça. Je vous remercie.